Bonsoir à toutes et à tous. Une nouvelle fois, nous sommes très heureux de nous retrouver pour ce 7e webinaire du cycle conférence en ligne. Rendez-vous avec votre MDPH. Rencontre interactive dont l'objectif, rappelons-le, est d'apporter au plus grand nombre de personnes concernées par le handicap une information claire et compréhensible sur le fonctionnement de la MDPH, le circuit de demande du dossier et puis enfin les différentes prestations auxquelles une personne peut prétendre. Rappelons-le également, cette initiative s'inscrit pleinement dans la démarche Gironde Territoire 100% inclusive en favorisant l'accès aux droits et à l'information des personnes grâce à votre participation directe. Le thème de ce soir porte sur l'habitat inclusif, thème de l'échange que nous proposons d'avoir avec vous ce soir. C'est là une nouvelle proposition, une nouvelle possibilité de logement se développant en Gironde, nous y reviendrons. Mais que recouvre cette nouvelle forme de chez soi ? À qui s'adresse-t-elle ? Existe-t-il des conditions pour y avoir accès ? Qu'en est-il des droits individuels attribués par la MDPH ? Soit autant de questions ouvertes auxquelles nous nous proposons de répondre pour démarrer notre conversation. Alors, comme d'habitude, sur quelques éléments techniques sur le déroulé de ce webinaire. Nous allons consacrer la première demi-heure à répondre à des questions que nous avons préparées avec les personnes qui sont autour de moi sur ce plateau. Et puis sur la deuxième demi-heure, nous répondrons à vos questions, vous, internautes qui êtes connectés. Ce webinaire est donc diffusé en streaming sur le site internet de la MDPH. Les personnes qui ne peuvent pas suivre en direct cette conférence en ligne peuvent la revoir en rediffusion sur ce même site, celui de la MDPH. Pour les personnes qui souhaitent nous poser des questions, vous pouvez le faire au moyen du lien Bicast qui s'affiche, je crois, au bas de votre écran. Et d'ores et déjà, nous y reviendrons à la fin de ce webinaire, vous pouvez nous proposer des thématiques que nous aborderons sur un prochain cycle. Enfin, s'il y a des questions auxquelles nous n'avons pas le temps de répondre, la MDPH vous fera un retour via toujours le site internet de la MDPH. Enfin, comme les fois précédentes, cette conférence en ligne est traduite en langue des signes par la société Scopsignes. Merci à Maïté et Aurélien qui sont avec nous ce soir sur ce plateau. Voilà pour les éléments techniques. Je vais passer maintenant à la présentation des intervenants qui sont autour de moi sur ce plateau. Ce soir, à ma gauche, on a la joie d'accueillir Tracy Richebon. Vous êtes habitante de l'échoppe Tillet. Tracy. Toujours à ma gauche, Ludivine Rateau, vous êtes animatrice d'aide à la vie partagée et vous êtes professionnelle salariée de l'association Voir Ensemble. À ma droite, Sophie, ma nièce Dussert, je ne me trompe pas dans la prononciation de votre nom, Sophie. Vous êtes chef de projet autonomie à la direction des actions pour l'autonomie au département de la Gironde. Tout à fait. Et enfin, à ma gauche, Catherine Brie, vous êtes adjointe à la chef de service de la coordination médico-sociale à la MDPH de la Gironde. Voilà. Pour les personnes qui sont autour de moi, et je voudrais également saluer quelqu'un qui est vraisemblablement en ligne, qui a participé à la construction de ce webinaire, personne qui s'appelle Isabelle Lavigne, qui habite au clos Guéros, qui se trouve à Moulon. Moulon, c'est juste avant Libourne pour ceux qui connaissent, et c'est donc un habitat partagé qui est porté par la société A18. Voilà, Isabelle a participé activement à la préparation de ce webinaire et nous voulions la saluer ce soir. Deux mots sur le clos Guéros à Moulon, c'est une colocation
avec 7 locataires, et Isabelle nous a indiqué combien elle était enfin heureuse de vivre chez elle, même avec des situations de handicap pour lesquelles elle a pu être refusée par ailleurs, notamment dans une résidence senior, puisqu'elle doit bénéficier d'une oxygénothérapie, et oxygénothérapie qui n'a pas posé de problème pour être accueillie au Clos Gueiros. Et enfin, juste dire que le Clos Gueiros est porté par la société A18. Voilà. Et puis, on y reviendra également tout à l'heure, qu'Isabelle nous a indiqué qu'elle bénéficiait d'une PCH de 62 heures mensuelles. Voilà. On va passer à cette première demi-heure et on va passer directement aux questions des intervenants qui sont avec moi ce soir autour de cette table. Je vais commencer par vous, Tracy, puisque vous êtes locataire à l'échoppe Tillet. Est-ce que vous pouvez nous dire, Tracy, comment vous avez trouvé ce logement? C'était mon projet que je connaissais à l'existence de l'échoppe Tillet, car mon petit ami y vivait avant et nous avons eu le projet des habitats partagés qui ont été présentés quand j'ai intégré l'unité d'hébergement qui est un service au foyer Le Phare de Bordeaux, de la préparation à l'autonomie des éducateurs qui m'ont proposé à tout d'un an un stage d'une semaine à l'échoppe Tillet pour voir si ça me plaisait. D'accord. Et ça s'est très bien passé, mon stage, et j'ai souhaité d'y vivre car un habitant de l'échoppe était parti. D'accord. Et donc ça s'est très bien passé. Qu'est-ce qui s'est très bien passé? Qu'est-ce qui a motivé ce choix précis? Alors, ce qui a motivé mon choix, c'est de pouvoir avoir un projet d'habitat partagé et de partir au foyer pour être dans une colocation à 3 et être plus tranquille et plus autonome, car j'ai passé beaucoup de temps au foyer et j'ai envie d'y vivre comme tout le monde. J'ai choisi d'être en colocation, car j'aime être avec du monde. La solitude et l'ennui me fait peur, et je trouve que l'on peut s'entraider et on ne s'ennuie pas. D'accord. Et cette échoppe, vous pouvez nous la décrire? Nous dire Alors, comment elle est oui, bien sûr. Mon chez-moi, c'est une échoppe située au centre-ville de Bordeaux, dans le quartier Nansouty. Ouais. C'est un quartier que je trouve très vivant, avec beaucoup de commerce et de transports en commun. Nous sommes 3 colocataires. Nous avons 2 chambres au rez-de-chaussée, une grande chambre en mezzanine à l'étage et un grand salon avec cuisine ouverte, une buanderie et WC et salle de bain séparées. Et aussi, on a une grande cuisine ouverte. Et nous avons un jardin avec un petit garage. D'accord. Et du coup, je vois dans ce qu'on a préparé sur les pièces communes, ça se passe comment? Mais dans les pièces communes, on mange ensemble avec le Divine. On fait les repas collectifs, on fait les réunions de colocataires, on fait les réunions pour savoir ce qu'on fait ce qu'on fait ensemble, les sorties, ce qu'on veut faire quand l'éducatrice est disponible. D'accord. Alors, qui est Ludivine, du coup? Le Divine, c'est l'éducatrice qui nous suit pour faire l'animatrice de l'échoppe Tillet, aussi qui est éducatrice au foyer Le Phare, à l'unité d'hébergement. Avant, on se connaissait aussi. Vas-y, continue. Et là, après, elle m'a suivi de piano à l'unité d'hébergement pour faire mon projet de vivre en colocation à l'échoppe Tillet. D'accord. J'ai demandé cette précision parce que comme les gens qui nous écoutent ne connaissent pas encore Ludivine qui va intervenir juste après, c'était d'où la précision. Vous avez quand même la chance d'avoir un potager, ce qui est oui, c'est tout à fait le cas. Ouais. On a un potager. Parce que dans Bordeaux, c'est rare. Hein. Oui, c'est très rare parce que comme c'est un petit jardin et que sur Bordeaux, c'est très compliqué de faire un petit potager sur Bordeaux. Et après, on va bientôt avoir un composteur pour... Vous êtes en avance en plus.
pour gérer les déchets alimentaires. Donc j'ai fait une formation quand j'étais à l'UH sur les composteurs. D'accord. Et par rapport, Tracy, par rapport à votre situation de handicap, est-ce que vous bénéficiez de droits Oui. Quel droit, du coup, vous bénéficiez? Oui, en aide, j'ai l'allocation adulte handicapé. J'ai une reconnaissance RQTH car je travaille en ESAT, à l'ESAT des EKEM à plein temps à Mérignac, en propreté et au panier d'api. C'est un site internet où on vend des produits d'épicerie, des fruits et légumes bio, qui vient de lac d'Aquitaine. Et aussi on a éloigné, que ça sera en France aussi par rapport aux agrumes qui viennent de Corse. Ouais, désolée pour... Et après, et du coup, j'ai le droit à la prime d'activité. J'ai l'allocation logement. D'accord. Et aussi, j'ai une notification MDPH pour SAVS, service d'accompagnement à la vie sociale. Et j'ai commencé mon parcours d'intégration au sein d'un SAVS à Bordeaux. OK. Et par contre, je n'ai pas de PCH, j'ai mobilité physique depuis quelques mois, l'aide à la vie partagée avec Ludivine. Merci beaucoup, Tracy. Du coup, on va passer la parole à Ludivine. Et si vous voulez intervenir, donner des précisions pendant que Ludivine répond à mes questions, vous le pouvez tout à fait, hein, si vous voulez. Allez. Donc, vous, Ludivine, vous êtes animatrice vie partagée pour cette même échoppe Tillet, mais pas que, du coup, j'ai cru comprendre, pas que l'échoppe Tillet. Du coup, j'ai été éducatrice au sein du foyer Le Phare, sur l'unité d'hébergement, qui est une unité de préparation à l'autonomie. Donc, en fait, on ne parle pas en termes de capacité pour les résidents, on parle en termes de projet. Donc, s'ils ont le projet de souhaiter aller vivre en autonomie ou en habitat partagé, c'est à nous, après, de faire en sorte que ça fonctionne avec de la compensation du handicap, des passages... des portages de repas, etc. Tout ce qui est possible. Voilà. D'accord. Et après, maintenant, on m'a proposé d'être chargée de l'habitat partagé. Du coup, je suis animatrice d'aide à la vie partagée, essentiellement pour les shops Tillier. Oui. Et là, on a plein de nouveaux projets à venir. D'accord. Donc ça, c'est une action que développe l'association Voir Ensemble, qui souhaite multiplier... avec le nouveau projet d'établissement, c'est complètement ouvert sur l'inclusion. D'accord. Alors, vos missions d'animatrice alors, mes missions, c'est... donc, je suis quand même en charge du projet de vie sociale et partagée, qu'on écrit avec les habitants, il ne faut plus dire les résidents. Du coup, je voulais rappeler que ce qui est vraiment différent, c'est que maintenant, je vais chez eux. C'est plus des personnes accueillies, ce n'est plus... voilà, c'est moi qui vais chez eux, et je pense que si un jour ils en ont marre de moi, ils ont le droit de changer. Mais oui, c'est important de le dire. Et j'accompagne essentiellement le collectif. D'accord. Donc, c'est pour ça qu'on met en place des SAVS qui accompagnent l'individuel. Après, c'est des habitants que je connais bien, donc c'est vrai qu'ils ont tendance à venir vers moi, et moi, je les réoriente vers les SAVS ou autres. Donc, quand le collectif est installé et créé, on co-construit avec les habitants leur projet de vie sociale. Donc, pour être plus clair, c'est retranscrire ce qu'ils ont envie de faire, la participation des habitants au projet, dont je soutiens leur autonomie, je garantis leur participation sociale et citoyenne. Donc, par exemple, je les rencontre individuellement, d'abord pour savoir ce qu'ils souhaitent, ce qui est tolérable pour eux, ce qui ne l'est pas, ce qu'ils ont envie de faire comme aussi activité, l'ouverture sur la cité. Et du coup, ce qui en découle, c'est on écrit une charte et nous, pour le coup, on l'a affichée dans le salon. On y revient. C'est pas du tout un règlement, mais c'est le vivre ensemble, quoi. C'est très, très important. C'est ce qui peut faire des tensions par la suite s'il n'y a pas cette charte de mise en place où on a dit qu'on faisait comme ça, etc. Donc ça peut être pas de musique après 23 heures, l'importance de faire les tâches ménagères parce que ça peut être source de conflit aussi si quelqu'un fait tout. Ça l'est partout. Hein. Oui, même dans les couples, c'est vrai. Voilà, donc on y retourne régulièrement. Après, on organise une fois par semaine, du moins sur Tillier, une fois par semaine, on appelle ça la réunion des colocataires. Où là, le but, c'est vraiment de relever les problématiques, de laisser la libre parole, mais surtout d'apporter des solutions. Parce que voilà, on décharge, on dit, mais il faut quand même qu'on trouve une solution pour que ça aille mieux.
et ça garantit une qualité de vie. Après, on organise des réunions pour savoir ce qu'ils veulent faire dans le mois. Donc, on fait des calendriers. Évidemment, c'est par rapport à leur choix. Ça peut être des repas collectifs chez eux. On apprend une recette, on fait les courses ensemble, etc. Ça peut être des restaurants. On a été aux portes ouvertes à l'ESA du Puch, qui est de notre association, pour faire le potager, parce qu'ils font beaucoup de fleurs et de légumes. Ça peut être des sorties culturelles, ça peut être des week-ends à la plage. Enfin, tout est possible, en fait. D'accord. Après, voilà, on essaye quand même d'avoir des partenaires dans le quartier, parce que le but, c'est que je sois facilitatrice, mais que je ne sois pas tout le temps avec eux. D'accord. Le but, c'est qu'ils vivent comme tout le monde, comme a dit Tracy. Donc, toi, tu vas faire de la cuisine dans une association. Voilà. Quand vous dites pas tout le temps, le temps de présence, ça représente quoi à peu près nous, j'y vais 2-3 fois par semaine sur Tillier. Après, c'est des personnes qui travaillent, tous en ESAT, les trois. Donc, mais c'est important parce que ça permet de repérer que c'est vraiment chez elles et que vous êtes garante de la vie collective. Absolument. En fait, mais pas, enfin, vous êtes garante de ce collectif. On est garant de ce collectif, on essaye qu'il fonctionne. Parce que s'il y a trop de tension, c'est comme tout le monde. Hein. Imaginez, on a des colocs qu'on ne peut plus supporter, on s'isole. Hein. On reste dans sa chambre, on ne va plus dans le collectif. Voilà, après, qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Donc, j'ai une veille quand même active sur la répartition des tâches. C'est quand même vraiment important. On a fait des plannings, on a créé des petits items ils changent régulièrement. Après, on essaye de se présenter aux voisins, au quartier. Par exemple, on a une personne déficiente auditive. Donc, on a été amener des petits livrets très bien faits par la mairie, avec beaucoup de langues de signes, qui, comme ça, ils peuvent échanger rapidement la pharmacie, la boulangerie. Ils sont un petit peu identifiés, mais pas stigmatisés. Donc, les voisins, je suis aussi... S'il y a des tensions, ils connaissent notre dispositif. On peut faire un petit apéro avec eux pour désamorcer. Mais bon, ça se passe bien avec les voisins. Après, Après, j'ai aussi ce rôle un petit peu... des fois, ils ont besoin de passages idéaux, de portage de repas, de SAD, d'aide à domicile, de coordonner un petit peu tout ça. Et des fois, on rencontre les différents partenaires. On peut rencontrer des SAVS, des IDE. Je crois que j'ai fait à peu près le tour. On a fait à peu près le tour. Je crois. Du coup, est-ce qu'on revient sur votre travail au quotidien ? Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez rajouter ? Juste qu'on dit animatrice, mais c'est vrai qu'on a quand même un rôle de régulateur et de coordinateur. Oui. Parce qu'on anime le collectif, on régule le collectif et on coordonne avec les différents intervenants. Et voilà, et juste en plus, je travaille aussi sur les autres projets. Donc, je les écris avec un supérieur et puis après, on les envoie à la cocotte. Donc, Mme Magnier nous en parlera mieux. Voilà, et puis on visite des futurs habitats, on se dit qui on y verrait. Et voilà, et je pense que ça va être... un beau projet parce qu'on a déjà 2-3 autres projets à venir. D'accord. Je vais essayer de ne pas être trop long. Une dernière question, Ludivine. Comment se constituent les collectifs, en fait ? Alors, comment se constituent les collectifs ? Je pense que l'affinité, c'est le point le plus important. Parce que déjà, nous, on les a vus vivre donc, pendant 2-3 ans. C'est quand même, pour l'instant, c'est notre foyer, les principaux ou les AT. Mais je pense qu'effectivement, s'il n'y a pas d'affinité, ça ne peut pas fonctionner quand même. Donc, ils peuvent se choisir, parce que c'est leur projet, c'est vraiment à eux. Donc, ils se choisissent ou on les aide, on propose. Mais voilà, je pense que ça leur revient. Les colocataires viennent systématiquement du foyer. Du foyer. Alors, pour l'instant, notre première expérience venait du foyer. Oui. Mais c'est vrai qu'effectivement, on a donné nos coordonnées pour... peut-être s'il y a des gens qui peuvent, je pense que c'est possible, qui peuvent nous contacter de l'extérieur. Un recrutement plus large, en fait. Absolument. Et qui disent, voilà, qu'est-ce que vous avez comme projet ? Moi, j'ai tel handicap. Oui, complètement. D'accord. Merci beaucoup, Ludivine. Merci. On va passer à Sophie, on va élargir le focus. On va voir plutôt maintenant l'aspect réglementaire, mais également illustré avec d'autres projets qui existent en Gironde. Alors, dites-nous, Sophie, de manière plus formelle, on a eu l'illustration. Qu'entend-on par habitat inclusif ? Je vous remercie. Déjà, le département de la Gironde était un précurseur pour l'habitat inclusif et on est très heureux d'être ici autour de la table et de pouvoir parler effectivement et de pouvoir entendre ces retours d'expérience très, très intéressants.
car moi je rejoins tout à fait par rapport à votre vision de l'habitat inclusif et puis la vision en tout cas d'indiquer dans le vocabulaire que c'est un chez eux, vous allez chez eux, parce que l'habitat inclusif c'est un chez-soi. On l'a dit en introduction, en tout cas dans le titre, c'est un chez-soi. Bon, bien sûr, c'est un chez-soi avec une forme alternative du vivre à domicile classique, puisque ce sont des habitats innovants issus de la loi Elan. Ils sont situés au cœur de la cité, proches des commerces, des services et des transports, pour le côté bien sûr inclusif. C'est des habitats qui veulent aussi rompre avec l'isolement. Donc le principe, c'est un vivre ensemble. Alors vivre ensemble plus ou moins proche, c'est vivre ensemble par choix. Et vivre ensemble avec un projet de vie sociale et partagée, on l'a vu, qui régule un peu ce choix justement de vivre ensemble et de pouvoir définir ce qu'on a envie de partager ou pas, de mettre la limite. Parce que dans l'habitat inclusif, il faut compter qu'il y a un espace privé, donc vraiment un respect de l'intimité, la personne est chez elle, et il y a un espace dédié au collectif pour pouvoir participer justement librement à ces activités mises en commun. C'est une obligation. Chaque habitat inclusif, on le verra peut-être, il y a différentes formes, mais chaque habitat inclusif a impérativement une partie privative et un espace pour la vie en collectif. À qui s'adresse l'habitat inclusif ? Alors, il s'adresse principalement aux personnes âgées de plus de 65 ans ou aux personnes en situation de handicap. Il n'y a pas de condition d'accès, en tout cas, à ces logements, si ce n'est la condition d'accès à un logement classique. D'accord. Ça va être, bien sûr, la question du loyer, que l'on veut la plus modérée possible, et les conditions d'accès, par exemple, à un logement social. Les principes, bon, on les a déjà entrevus, mais on peut peut-être les rappeler formellement. Oui, et c'est important parce qu'il faut pouvoir distinguer l'habitat inclusif d'autres types effectivement de logements ou d'accueil. Parce que là, vous le disiez très bien, et je salue votre vocabulaire, c'est qu'on est précis dans l'habitat inclusif parce que on n'est pas dans une institution, on est vraiment dans un chez-soi le plus ordinaire possible. Le but étant de permettre effectivement de rompre avec l'isolement, mais on est surtout dans un petit collectif, un chez-soi, qui se veut être pérenne, qui se veut être, on l'a dit, choisi, et qui fait une vraie place à la parole et au libre choix des habitants. En effet, tout comme dans un chez-soi ordinaire, il y a liberté d'aller venir, liberté de choisir son rythme de vie, ce qu'on a envie, les moments qu'on a envie de partager, et puis les moments où franchement on a envie d'être tranquille. Et puis bien sûr les services qui peuvent intervenir à son domicile. D'accord. Donc dans les principes, un chez-soi, donc un libre, un chez-soi, pardon, excusez-moi, pour des personnes âgées ou des personnes en situation de handicap. Et il y a quelque chose qui revient souvent depuis un quart d'heure, ces projets de vie sociale et partagée. Ça semble occuper un rôle central. Est-ce qu'on peut préciser ce qu'il en est en fait ? Oui, tout à fait. Le projet de vie sociale et partagée, c'est le liant du collectif. Il va contenir une charte du vivre ensemble. Les habitants décident un peu justement de ce rythme de vie, des règles de vie à la maison, de ce qu'ils aimeraient voilà, en termes de respect, d'horaire ou pas, mais tout comme dans, par exemple, une colocation, voilà, on n'a pas forcément envie d'avoir la musique à fond à 1h du matin par son cher voisin. Il s'agit de mettre aussi, soit sur papier ou en tout cas de se mettre d'accord sur ce qu'on a envie de partager comme activité. Ces activités donc, qui vont être par ailleurs financées par l'aide à la vie partagée. Tracy a pu en parler. L'aide à la vie partagée, c'est un financement, un cofinancement entre la CNSA, Caisse nationale de solidarité autonomie, et le département de la Gironde, qui va permettre donc de financer le poste d'animateur, coordinateur, régulateur. Mais je vous suis tout à fait, parce que il y a cette régulation effectivement du vivre ensemble pour que ça se passe bien.
Et donc c'est cette animation du collectif. L'AVP ne vient que pour l'animation, la coordination du collectif, donc avec ce poste qui est financé, un ETP, plus bien sûr quelques sorties, du petit matériel d'animation et des activités. Donc, ce qui est financé, c'est la vie partagée. Tout à fait. Voilà, c'est le projet de vie partagée. Et ce financement est perçu directement par le porteur de projet. Oui, c'est une allocation individuelle indirecte. D'accord. C'est-à-dire que ce sont les personnes effectivement qui sont éligibles de par le statut, personne qui a un statut, une reconnaissance d'handicap, ou parce qu'elle a plus de 65 ans et qu'elle est accueillie, enfin qu'elle le loge dans un habitat qui a été reconnu habitat inclusif, donc qui bénéficie d'une convention entre le porteur de projet et le D'accord. département. Et ce qui veut dire, et je vais après essayer de ne pas être trop long, ce qui veut dire que le financement de la vie partagée varie en fonction du nombre de locataires ou pas? Alors, il va varier selon le projet de vie sociale et partagée, c'est-à-dire selon l'intensité de ce projet, s'il demande beaucoup de présence et d'animation, s'il demande voilà, beaucoup d'investissements pour créer des partenariats. Voilà, il y a Donc plusieurs ça, c'est critères. négocié entre C'est négocié vous entre et le le porteur de projet. Exactement, c'est négocié entre le porteur et nous. Ça peut varier de 5 000, 7 500 jusqu'à 10 000 euros par an et par personne. Donc, mais ça va être la même somme pour chaque habitant, puisque c'est le projet en fait qui est financé. En fonction du projet, des besoins. Voilà, tout à fait. Les différentes formes d'habitat inclusif. Parce qu'on a vu tout à l'heure que c'était pour Tracy, pour vous, c'est de la colocation, mais pas que, du coup. C'est ça. Il y a effectivement, donc on l'a vu, il y a toujours une partie pour l'espace commun, mais ça peut être soit un logement partagé de type colocation, où les habitants, il peut y avoir de 3 à 7 habitants. Puis on peut partir sur des logements dans un même immeuble, par exemple plusieurs appartements, studio, T1, T2, qui vont être liés par ce projet, effectivement, et le rôle de la coordination et l'animation va être important. Et puis, ça peut être aussi des appartements ou des logements qu'on appelle diffus, c'est-à-dire qui se situent dans un même quartier, mais comment dire, avec toujours pareil cet espace commun, mais dans le même quartier. L'idée de tous ces logements, c'est de pouvoir à minima avoir cette vie de quartier, avoir cette proximité pour se croiser au quotidien et pour partager des moments. D'accord. Donc, ce qui est central, c'est vraiment le projet de vie que des colocataires ont ensemble, avec trois modalités. Qui porte et qui met en œuvre ces habitats inclusifs en Gironde, même si on ne va pas tous les citer, parce que je crois qu'ils sont au nombre Bien de sûr. 18, c'est ça? Alors, non, il y en a 42 qui sont conventionnés. Ah oui, c'était bien les porteurs, il y en a à peu près 17, effectivement. Ah oui, c'est les porteurs, d'accord. C'est les porteurs. Les porteurs de projets, ce sont des personnes morales. Alors, tout le monde ne connaît pas effectivement la notion juridique de personne morale, mais ça va être la différence avec une personne privée, c'est-à-dire vous et moi, un individu. Donc une personne morale, c'est un rassemblement avec un statut juridique qui peut être soit une association, une entreprise ou une personne de droit public, telle une commune, un CCAS, un bailleur. D'accord. Et le logement peut être soit dans le parc de logements privés, soit dans le parc social. D'accord. Donc ça peut être une association, une entreprise, mais également des pouvoirs publics, ce que je découvre ce soir, type collectivité locale. Tout à fait. D'accord. Et des bailleurs sociaux. Est-ce qu'il y a un coût pour le locataire ou pas? Alors il y a un coût comme dans tout logement en fait. Voilà, on est dans un chez-soi, on le rappelle depuis le début. Le chez-soi, ça veut dire on paye le loyer, on va payer les charges en lien avec la location. Tout ce qui est animation, coordination, c'est l'AVP qui le paye. Donc le coût du logement est supporté par le locataire en fait. Tout à fait. Okay. Et pour terminer, Sophie, une dernière question. En 2021, quels sont aujourd'hui, rapidement, si on silhouette, les projets Habitat partagé en Gironde, ça donne quoi? Alors, l'aide à la vie partagée a été instaurée effectivement, comme vous le disiez, en 2021. Le département de la Gironde était le premier à signer l'accord avec la CNSA
pour justement cofinancer l'AVP. Actuellement, nous avons conventionné avec donc 17 porteurs de projets, comme on le disait, qui concernent donc 42 projets d'habitat inclusif. Chaque habitat dispose d'une convention. D'accord. Et actuellement, il y en a 21, une bonne vingtaine qui sont ouverts, donc qui perçoivent l'aide à la vie partagée, l'AVP. Et parmi ceux-là, il y en a à peu près 18 qui sont à destination des personnes en situation de handicap. D'accord. Merci beaucoup, Sophie. On va passer maintenant à ma gauche à Catherine pour ce qui est de la MDPH. Alors, comment la MDPH aborde cette nouvelle forme de chez soi? La MDPH Catherine. déjà aborde vraiment l'inclusion. Là, je crois que tous les témoignages le soulignent. Le chez soi, le projet d'habitat inclusif, vraiment, l'accent est mis sur l'inclusion et bien entendu la MDPH, on est très très favorable et très engagé sur cette voie-là. C'est vraiment donc pour nous, ça représente aussi dans les missions qui sont les nôtres, qui visent à ce qu'il puisse y avoir un accompagnement des parcours des personnes, parce que non seulement nous sommes sur la question de l'évaluation du besoin de compensation, mais aussi sur la question de l'accompagnement. Et évidemment, on est traversé, bien évidemment, par cette question de l'inclusion. Donc l'enjeu, c'est aussi pour que des publics qui jusque-là n'avaient peut-être pas d'autre alternative que d'aller vers une réponse de type établissement, une réponse médico-sociale. Aujourd'hui, il y a une autre voie. Et donc on est très très intéressé et très partie prenante sur cette question de l'habitat inclusif. D'accord. Et du coup, avec le regard que vous avez, quelles sont les aides et accompagnements individuels qui peuvent être mobilisés et qui sont accordés par la MDPH ? Alors, ça a été évoqué aussi, les accompagnements individuels, ils sont nombreux, ils sont mobilisables par les habitants des habitats inclusifs. Les personnes qui sont en situation de handicap peuvent avoir besoin d'être accompagnées chez elles, comme elles le sont. Et donc, les acteurs susceptibles d'intervenir au titre de l'accompagnement, ils sont nombreux. Ils dépendent de la situation individuelle de chaque habitant et de ses besoins, de son parcours. Il peut y avoir des orientations, comme a pu l'évoquer Tracy tout à l'heure, vers des services d'accompagnement à la vie sociale, les SAVS, ou des services d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés, les SAMSA. Et ces mobilisations, c'est suite à une orientation faite par la MDPH. Donc là, effectivement, ça suppose que les personnes qui sont logées dans ces logements aient eu une orientation, et elles sont, c'est ce qu'on a évoqué à plusieurs reprises, elles sont chez elles, et donc ces services-là peuvent intervenir comme ils interviennent au domicile des personnes. Et là, l'habitat inclusif, c'est leur domicile, donc il peut y avoir ces interventions-là. Il y a aussi des interventions individuelles qui peuvent être réalisées par des services prestataires, des services d'ESIAD pour les soins infirmiers, ou des professionnels libéraux qui peuvent intervenir. Enfin, on est vraiment dans la logique, elles sont à leur domicile, et donc les différents services peuvent être mobilisés comme ils peuvent l'être classiquement dans un domicile. Je crois que ce qui est important de dire, c'est que ça ne se substitue pas. Non, c'est-à-dire qu'on tout à peut fait. être en habitat partagé et être accompagné par un SAMSA ou par Tout à un SAVS, et que tous les droits délivrés par la MDPH, tous les droits individuels sont mobilisables. Ils s'appliquent de la même manière, ils s'appliquent au Mmh. domicile de la personne. Et là, en l'occurrence, on est bien sur le domicile de la personne. Et alors, il y a un droit qui revient souvent au devant de la scène, c'est celui de la prestation de compensation du handicap, de sa mobilisation, de sa mise en commun ou pas. Est-ce qu'on peut, pour les gens qui nous écoutent ce soir, est-ce qu'on peut repréciser ce qu'il en est en la matière ? Donc la prestation de compensation du handicap, c'est un droit qui est effectivement évalué par la MDPH et qui fait l'objet d'une notification, et donc un plan de compensation du handicap qui fait l'objet donc d'un plan avec un plan d'heures attribué qui est individuel. Donc ça, on est sur une prestation individuelle, mais cette prestation de compensation du handicap, c'est vraiment le choix de la personne. Ça, c'est un point qui est extrêmement important. Le porteur de projet ne peut pas susciter de la part de la personne une demande de mutualisation, mais elle peut être mutualisée, mais c'est véritablement le choix de la personne, c'est sa liberté que d'envisager, et dans certains habitats c'est le cas, d'envisager qu'il puisse y avoir une mise en commun de certaines heures, ce qui permet une extension
du temps de présence, notamment. Alors les heures qui sont plus classiquement mises en commun, c'est l'aide à la préparation des repas, la surveillance, la vie sociale. Évidemment, toutes les heures qui sont attribuées pour des actes tels que la toilette, etc., on imagine qu'on n'est pas sur la mise en commun, mais le temps mis en commun, ça doit être absolument la volonté de la personne, et c'est une volonté qui est d'ailleurs réversible, c'est-à-dire qu'elle... voilà, mais ça permet d'étendre les temps de présence, et ça peut permettre dans certains habitats qu'il y ait une présence en continu, une surveillance en continu, et ça peut apporter à des personnes qui peuvent avoir des handicaps relativement importants une vie autonome et dans des conditions qui ne seraient pas possibles sans cette mutualisation. D'accord. C'est important de rappeler qu'il s'agit là d'un droit individuel, dans la mesure où, comme tous les locataires, les personnes peuvent partir. Et ça serait prendre un risque sur un habitat, sur un projet de vie partagé, qu'une personne mutualise sa PCH et que ça vienne répondre à un besoin pour les autres personnes. Et le jour où cette personne part, il faudrait absolument trouver quelqu'un qui ait la même hauteur de PCH mutualisée. Ça serait mettre en danger le projet, à mon avis. C'est effectivement un point délicat, puisque néanmoins, ça permet parfois un équilibre. Donc c'est un point délicat, mais qui doit être compatible avec, encore une fois, le fait que c'est le libre arbitre de la personne, de la même manière qu'elle peut choisir le service prestataire qui intervient. Oui, voilà. aussi. Donc on est vraiment dans cette notion de son libre choix. Et comme c'est vraiment un chez-soi, on parle souvent service prestataire, mais la personne pourrait tout aussi bien décider que c'est de l'emploi direct et salarier cette personne pour intervenir chez elle, dans son habitat, même s'il est partagé. Donc ce n'est pas nécessairement en plus un service prestataire. La personne reste libre des prestations qu'elle choisit et des moyens pour en bénéficier. Bien, merci beaucoup Catherine. Je crois qu'on n'est pas trop en retard sur le timing, même si on a débordé de 6 minutes. Merci à vous quatre qui êtes avec moi autour de cette table. On va pouvoir passer aux questions des internautes. Alors du coup, on les a sur l'écran de gauche et puis sur ma tablette. Et puis j'ai une question directement pour Ludivine. Ludivine, dans l'aide à la vie partagée, pouvez-vous préciser qui est votre employeur? Est-ce un contrat de travail classique? Alors, dites-nous tout, pour qui travaillez-vous? Alors oui, je peux préciser. Donc maintenant, je travaille pour l'association Voir Ensemble, qui est une association qui compte quand même 30 établissements ou de services. Et c'est un contrat de travail classique. D'accord. Et du coup, comme vous nous l'avez dit tout à l'heure, plus ça va, plus vous êtes dédié au développement par l'association Voir Ensemble de la vie partagée. Du développement de la vie partagée. D'accord. Et à ce sujet, d'ailleurs, Voir Ensemble, peut-être là, vous l'avez dit, je n'ai pas été suffisamment attentif, on n'est que sur des colocations où on pourrait, comme nous l'a dit Sophie, on pourrait avoir de l'habitat diffus ou de l'habitat regroupé? Nous, nos prochains projets, on a un projet sur Sauveterre de Guyenne, qui est un milieu plus rural, mais toutefois dynamique. Dans Sauveterre de Guyenne? Oui, en plein milieu de la place de Sauveterre de Guyenne, en plein centre. C'est joli parce que c'est une très joli. belle place avec des arcades. C'est vrai. Et du coup, là, ça serait un habitat qui s'appelle la Maison de Camille et qui est de 7 logements. C'est joli aussi, la Maison de Camille. 7 logements, 7 studios et un T2. D'accord. Avec une pièce qui avait déjà été pensée pour la pièce commune. Qui n'attend plus que nous, et avec une belle cour. Donc ça serait un projet donc différent puisqu'ils sont en appartement. Et on aurait un projet également dans Sauveterre de Guyenne parce que mon association a aussi les aides du PUCH sur Sauveterre de Guyenne et les habitants sont venus un peu me voir en me disant mais nous on est indépendants, mais est-ce qu'on peut faire un projet aussi d'habitat diffus, comme disait Madame Magnier, donc plus dans le quartier. Et on est en train de voir peut-être pour avoir une salle commune paroissiale ou de mairie, pour qu'on ait quand même un point d'attache. Et après, on a un nouveau projet sur Bordeaux-Codéran. Et donc là, ça serait encore une colocation. Ça serait peut-être un projet sur des personnes retraitées des AT qui vont être à la retraite, qui n'ont pas du tout envie d'aller en EHPAD à 60 ans. Et du coup, ça serait peut-être ce projet-là, qui est tout nouveau. Je vais profiter de
de votre remarque sur la salle commune ou le local commun. Pour me retourner vers Sophie, est-ce qu'il est financé cet espace commun ou pas? Parce que du coup, on parle salle paroissiale, locaux communaux. Est-ce que dans le cadre de la vie partagée, c'est financé ou pas? Sur la VP, non. Non. C'est-à-dire que le local commun, soit il fait partie du logement, et dans ce cas, c'est une partie intégrante de logement, avec, comme pour tout logement, des charges communes. Soit il a été pensé, et c'est important de le penser, c'est pour ça qu'on le rappelle souvent aux porteurs de projets dès l'accompagnement dans le montage de projets. C'est important de penser à son financement dans le cadre de la construction de l'habitat ou de la réhabilitation de l'habitat, car il n'est pas effectivement financé par la VP. Il y a des aides publiques qui existent au niveau de la CNSA, par exemple. Il y a un AMI investissement qui existe, mais pour l'instant avec des fonds européens destinés aux habitats personnes âgées, fléchés personnes âgées. On verra dans l'avenir effectivement s'il y a d'autres possibilités de financement. J'ai oublié de préciser, mais nous, au niveau du département de la Gironde, je travaille à la direction des actions pour l'autonomie, donc la DAPA, mais l'habitat inclusif, on l'a vu, il a deux versants, c'est-à-dire il y a un versant immobilier, l'habitat lui-même, et le volet social. Pour l'habitat, c'est la DHU, la Direction Habitat et Urbanisme, qui s'investit beaucoup effectivement sur ce volet-là, qui va accompagner les porteurs dans les recherches de financement. Et tout à l'heure, Madame Rateau, vous avez parlé effectivement de la cocotte. Alors, c'est toujours sourire. C'est ça. Donc en Gironde, on aime le rugby. Voilà. Mais la cocotte a un nom quand même tout à fait sérieux. C'est la Commission collaborative technique qui rassemble à la fois la MDPH, qui rassemble les services du département, donc la DAPA et la DHU, mais aussi les services de l'État avec la DDETS, avec l'ARS, et puis Bordeaux Métropole qui participe pour pouvoir examiner effectivement les projets qui sont présentés, les nouveaux projets présentés par des porteurs tout au long de l'année, et vérifier qu'ils correspondent bien au cadre de l'habitat inclusif. D'accord. Gardez le micro, Sophie. Une autre question pour vous. Qui peut être porteur de projet d'un habitat inclusif? Alors, on a bien compris qu'il fallait être une personnalité morale. Du coup, moi, je peux décider de monter ma petite entreprise. Oui. Ouais. Oui, vous pouvez. Il y a d'ailleurs, oui, il y a, et on apprécie beaucoup, c'est les projets qui sont portés, par exemple, par des collectifs de mamans ou de parents, en tout cas, de jeunes en situation de handicap qui ont envie de prévoir pour l'avenir, pour l'émancipation de leurs jeunes. De prévoir un cadre de vie à la fois sécurisant, mais aussi complètement ouvert sur la vie, sur l'inclusion, sur la société, pour pouvoir être vraiment acteur de sa vie. On voit bien les deux types d'aides que peut apporter le département. Il y a vous qui travaillez à la DAPA, mais il y a aussi, quand on veut devenir soi-même porteur de projet, la question de l'investissement. Et effectivement, parce que ce sont des investissements immobiliers lourds, notamment à Bordeaux. Et là, si on a envie d'être porteur de projet d'un habitat inclusif, ou on a un recours à un bailleur social, ou si on ne peut pas avoir recours à un bailleur social, on va avoir besoin d'aide pour faire financer l'investissement. En fait. Alors oui, pour ce qui est construction, réhabilitation des locaux, effectivement, il y a des aides extérieures qui vont être nécessaires, et souvent c'est un gros investissement, et puis c'est des projets qui sont portés sur des mois, voire parfois des années. Mais il peut y avoir aussi des communes. Là, on a une intercommunalité qui porte un projet en réhabilitant d'anciens locaux. Mais ça pourrait être aussi, par exemple, une commune, un CCAS ou CIAS, et qui va proposer à des habitants, parce qu'ils ont repéré effectivement des personnes en situation d'isolement, qui habitent à proximité les unes des autres, mais qui n'ont pas l'occasion ou l'envie ou la possibilité de se croiser souvent parce que ne le savent pas tout simplement, de créer autour de ces personnes un projet à partir de l'habitat où elles sont actuellement, de prévoir peut-être des travaux d'adaptation du logement au vieillissement, par exemple, ou si les personnes, ce sont des personnes en situation de handicap qui habitent déjà dans un logement
individuelles, mais qui se sentent complètement isolées, qui ont un mal-vivre parce que elles ne peuvent pas, elles ont des difficultés à aller vers l'information, à aller vers l'extérieur, et qui ont besoin comme le disait Tracy, d'être avec d'autres personnes, et qui ne savent pas trop comment faire. Effectivement, des porteurs de projets peuvent, à partir de logements existants, voilà, c'est pas obligé de créer. À partir de logements existants, il peut y avoir des habitats inclusifs. Je vais revenir vers vous après, Sophie. Tracy, il y a des gens qui ont envie de savoir très concrètement comment ça se passe. Qui s'occupe de l'entretien des parties communes à l'échoppe Tillet? En fait, l'entretien des locaux de l'échoppe Tillet, on a partagé, on a un tableau où on partage des tâches individuelles, et on a chacun une photo, comme il y en a certains qui ne savent pas lire les prénoms ou les noms. D'accord. Et en fait, on fait une tâche, deux tâches chacun, comme on est trois, pour partager ce qu'il y a à faire dans la maison, en fait. Comme par exemple sortir les poubelles, faire vider la vaisselle, faire les saules, nettoyer la salle de bain, les WC. D'accord. Mais les chambres, par contre, c'est notre lieu de vie personnel, donc c'est à nous de l'entretenir. Voilà. Ok, merci Tracy pour cette réponse. Alors, je balaye les... Ah ben, on va garder le micro, Tracy. Du coup, je pense que vous avez déjà répondu, mais avez-vous des aides pour votre logement? Ben oui, j'ai le location logement versé par la CAF. Comme un logement traditionnel, en fait. Hein. Oui, c'est ça. Et c'est vous qui payez votre loyer Oui, j'ai un virement de tous les mois. Vous avez mis en place un virement géré par ma curatrice tous les mois. D'accord. Donc l'employeur Ludivine, on a dit. Ah oui, pour vous, Ludivine, comment coordonnez-vous les différents services qui peuvent intervenir auprès des personnes? Exemple, SAVS, SAD, y a-t-il un planning identifié? D'abord, est-ce que vous vous occupez de cet aspect-là ou pas, en fait? Alors moi, dans l'échoppe Tillet, ils sont complètement autonomes sur leur rendez-vous, puisque c'est de l'individuel. Alors au départ, on passe un bilan éducatif, on peut se les rencontrer au début. Après, donc toi, Tracy, il y a quand même une liste d'attente assez conséquente sur les SAVS sur Bordeaux. Donc là, elle est en parcours d'intégration, elle rencontre plusieurs fois les personnes du SAVS, puis le psychologue, etc. Les deux autres ont un SAVS déjà. Donc moi, j'ai tendance à toujours leur redire non, là c'est le SAVS, voilà. Mais en aucun cas il y a un planning. Je ne sais pas si sur de l'handicap plus lourd. Il n'y a pas de nécessité de s'en référer à vous. La personne peut gérer directement. La personne peut gérer directement. Son lien avec elle a son prochain SAVS, rendez-vous. le SAMSA. Moi, le seul rôle que j'ai, c'est quand il y a une difficulté, je lui dis c'est quand ton prochain rendez-vous, et puis tu le prépares. Voilà. Nous, c'est vraiment le collectif. Vous êtes à l'écoute on est à l'écoute. En plus, c'est des résidents que je connais bien, très bien même. Mais effectivement, nous, il n'y a pas de planning là-dessus. À l'époque, avant, il y avait un SAD sur les shops. D'accord. Maintenant, là, pour l'instant, ils tentent de gérer avec leurs petites tâches chacune. Voilà. Vous voulez préciser quelque chose, Sophie Elise? Oui, c'est qu'effectivement, dans l'habitat inclusif, on fait une forte distinction entre ce qui relève du collectif, vous l'aurez vu depuis le début, ce qui relève du collectif et de l'animation du collectif en termes de partage de vie, et puis les accompagnements individuels qui relèvent du médico-social, donc effectivement, qui sont à la fois et des choix des personnes et de leurs besoins, l'évaluation des besoins qui est faite par la MDPH. Au regard de ce plan d'aide, il y a effectivement des besoins, comme l'a très bien rappelé Madame Brice, et soit ils sont mutualisés s'ils le souhaitent, soit ce sont que des besoins individualisables et en lien avec la perte d'autonomie des personnes. Mais effectivement, les établissements sociaux et médico-sociaux qui exercent ces prestations
doivent se coordonner. Il y a une information, ou en tout cas l'animateur coordinateur peut informer sur l'offre existante, voilà, faciliter l'information, faciliter d'être acteur de sa vie, de cette autonomie et l'inclusion, mais c'est pas son rôle effectivement de coordonner les services médico-sociaux, au contraire. Il y a une question justement pour vous, Sophie. Est-ce qu'il peut y avoir des situations de handicap différentes dans un même habitat inclusif? Oui, et je pense que Tracy justement en a parlé. Ouais. Tracy, dans votre à l'échoppe Petitillé Oui, c'est le cas parce qu'on a 3 types d'handicaps différents dans les Châtilliers. Il y a un handicap auditif, handicap visuel et handicap intellectuel. D'accord. Peut-être rappeler que ce qui est central et important, c'est le projet, que c'est 3, 4, je ne sais plus combien vous êtes. 3 personnes. Que les 3 personnes, que vous 3, vous soyez d'accord de partager le même chez soi en fait. Hein, mais que la porte d'entrée, c'est pas celle du handicap. Alors, c'est pas celle du handicap, mais il y a le volet logement, c'est-à-dire que le logement doit être quand même adapté. Voilà. Donc, si un logement effectivement a des marches ou autre, ou a été à l'origine, on va dire, destiné à des personnes qui vont avoir certains profils pour un bon vivre ensemble, on va vérifier déjà, comme vous le disiez très bien tout à l'heure, si les personnes s'entendent, mais il faut que le logement soit adapté. Je voulais juste rajouter que Tracy et les 3 colocataires, il y a la communication, c'est quand même très très important. Donc Tracy apprend la LSF et notre autre colocataire, on a fabriqué des petits livrets avec tous les signes importants et donc aussi ils communiquent. Voilà, ou sinon ils s'envoient des SMS. Ils ont vraiment trouvé des outils de communication assez impressionnants. Alors j'ai une question, rajoutez quelque chose, Tracy, si vous voulez. Aussi, pour ce qui est sécurité incendie dans la maison, on a des dispositifs pour les sourds. Quand il y a le feu comme ça, il y a des choses qui... Oui, il n'y a pas souvent le feu, mais on ne sait jamais. Il y a le détecteur qui fait de la clignote ou des... Ou quand ça montre, il vibre. Le truc, il y a un dispositif qui vibre en fait sur le lit et comme ça il est de suite averti. Quand on sonne à la porte. D'accord. Ludivine, tout à l'heure vous avez parlé de développer des partenariats pour la citoyenneté des personnes. La question posée, en fait, la personne aimerait en savoir davantage sur Alors, ça peut être... donc déjà, c'est à la demande des habitants. Après, moi, je suis quand même un rôle de facilitatrice, donc je peux aller chercher. Dès le début, dans le quartier où ils vont se trouver, on définit déjà tout ce qui est médecins, tous les spécialistes, tous les clubs sportifs, où je ne vais pas avec eux. Enfin, je peux aller pour l'inscription, je peux aider. Mais le but, c'est que vraiment, je reviens là-dessus, c'est de vivre comme tout un chacun. Donc, ils s'inscrivent, ils y vont, ils sont dans le milieu ordinaire, ils vont faire des cours de cuisine. Il y a un monsieur, on a recherché, il veut faire des maquettes. Donc, le partenariat, ça peut être celui-ci. Après, voilà, c'est quand même de faciliter le transport. Qu'est-ce qu'on fait ? Le transport, le sport, les restaurants, qu'ils sachent y retourner seuls. Voilà, c'est toujours quand même cette recherche d'après de pouvoir faire seul. D'accord. Et puis voilà, après, selon leurs demandes, on recherche, on le fait ensemble. On cherche et on essaie que vous y alliez. Alors Sophie, je vous jure, je ne voulais pas la poser la question parce que je ne voulais pas que ce soit une question piège, mais finalement, quelqu'un l'a posée. J'ai vu dans l'actualité qu'il y avait un problème, notamment sur la réglementation des locaux recevant du public. Donc j'ai vu que ça butait, puisque je crois qu'un tribunal a considéré que l'habitat inclusif... Pardon ? C'est un référé en Conseil d'État. Voilà. Donc, voilà, du coup, ce n'est pas une de question piège. Il y a un référé en Conseil d'État qui indique que l'habitat inclusif est un établissement recevant du public, ce qui veut dire entrer dans un certain nombre de respect de certain nombre de normes. Donc, du coup, comment j'ai la question, qu'en est-il vraiment, comment se positionne le département de la Gironde par rapport à ça ?
Alors bien évidemment, on a été interpellé par cet arrêt du Conseil d'État. Il y a une réflexion en interne et auprès de nos partenaires extérieurs pour savoir comment gérer, faire au mieux. On a été assez vigilants aussi pour prévoir des habitats, par exemple, partagés avec 7 personnes uniquement. Souhaiter que effectivement les habitats soient les plus adaptés possibles, donc aussi en termes de sortie, en termes d'accessibilité physique, pour faire en sorte que les personnes ne soient pas freinées en cas de besoin d'évacuation. La question n'est pas vraiment tranchée parce que certains au niveau de l'État vont dire que ce n'est pas de la jurisprudence, d'autres que si. Une réflexion nationale en tout cas est en cours, c'est certain. On est attentif à cette question, à voir que effectivement au niveau des acteurs locaux, de la prudence en tout cas est mise en place. L'important c'est de faire les choses en bonne intelligence. Après, il y avait une situation assez particulière sur l'habitat qui a été requalifié effectivement en ERP. Les personnes accueillies étaient assez nombreuses. Il y avait 14 personnes en situation de handicap et il y avait un service internalisé. Voilà, c'était une situation assez particulière. Donc maintenant, on va voir, mais on reste vigilant et attentif à cette question. On essaie d'accompagner les porteurs au mieux. Alors justement, il y a une question, gardez le micro, à ce sujet. C'est vrai qu'aujourd'hui, tant qu'à faire, si on est sur des logements qu'on réhabilite ou carrément neufs, autant aller vers des logements accessibles universellement. Du coup, vers qui je peux me tourner pour que mon logement... que les logements proposés soient adaptés? De quel type d'aide? Alors du coup, ça c'est un peu le volet immobilier. Donc ça va être plus une question pour mes collègues de la DHU, Direction Habitat et Urbanisme. Il me semble que sur le site du département, il doit y avoir des informations sur l'adaptation des logements et en interne, bien sûr. Enfin, le département répond à ces questions et oriente sur les différentes aides. Sur peut-être la conférence des financeurs aussi qui peut avoir des aides ou autres. Allez, je vois l'heure qui tourne, on a encore 4 petites minutes. On vient de répondre sur le logement doté lettre agréée pour des conditions d'accessibilité particulières. Sophie, vous venez de répondre. Et je pense qu'on a déjà répondu à cette question. On va le redire. Est-ce que les bailleurs sociaux ou privés peuvent porter un habitat inclusif? La réponse est oui. Oui. Comme on a dit Oui, tout à l'heure, il y en a très large. Il y a des bailleurs sociaux qui maintenant s'intéressent davantage effectivement à l'habitat inclusif et portent des projets, donc vont travailler avec les habitants du quartier ou l'immeuble ou en tout cas la petite résidence, parce qu'on parle toujours d'un petit collectif, jusqu'à 10 personnes, 10-12 personnes maximum. Voilà, là où le lieu d'implantation du projet et travailler avec la commune, avec le tissu local et les habitants pour voir effectivement s'il y a aussi un besoin. Parce que il ne faut pas que l'habitat inclusif soit seulement une opportunité immobilière, il faut qu'ils vivent. Donc il faut qu'il y ait un besoin d'habitat inclusif sur le lieu d'implantation. Il faut que ce soit réfléchi. Et comme on l'a dit, il y a l'environnement qui est important. Donc cette proximité, effectivement, ou faciliter en tout cas l'accès aux services, aux transports et au commerce. D'accord, merci beaucoup. Mais écoutez, il va être pratiquement 18h. Merci à vous 4 d'avoir répondu à ces questions que nous avons préparées ensemble. Je pense que vous restez joignables, aussi bien vous, Tracy, si des gens ont envie de se mettre en colocation, des personnes en situation de handicap. Les Choptillels est visitable si on a envie de venir vous voir et si vos 2 autres colocataires sont d'accord. Oui, c'est possible, mais si les 2 autres colocataires sont d'accord. Oui, bien sûr, parce que c'est chez eux d'abord. Oui, c'est ça. Vous ne pouvez pas décider. Mais c'est chez moi aussi. Ouais. Ludivine, si des porteurs de projets ont envie de savoir comment vous pratiquez. Voilà, Sophie, s'il y a
des questions techniques qui peuvent être sur les projets, on peut vous contacter également? Tout à fait. Alors nous, on a une adresse fonctionnelle effectivement essentiellement destinée aux porteurs de projets qui est le PADI, Oui. PADHI, @gironde.fr. D'accord. Ça permet de nous contacter. Et après, pour avoir des informations sur où est-ce qu'il y a des habitats inclusifs, comment y accéder, le département travaille donc à l'information sur le sujet, à une communication, et ils peuvent se retourner vers les pôles territoriaux des solidarités qui disposent de la liste pour l'instant conventionnée, et avoir justement les coordonnées donc des différents porteurs auprès de qui ils peuvent prendre contact. D'accord, merci. Et puis vous, Catherine, bien évidemment, on a vu que pour la MDPH, tous les droits délivrés par l'institution peuvent être mobilisables, et notamment la PCH. Il me reste à conclure ce cycle 2022-2023 des webinaires Rendez-vous avec votre MDPH. Vous pouvez nous faire passer des thématiques que vous souhaiteriez voir abordées en 2023-2024. Il me reste également à remercier chaleureusement le département pour son organisation, le service audiovisuel du département, et puis quelqu'un qui œuvre vraiment beaucoup à la réalisation de ces webinaires. Je pense plus particulièrement à Nadine Pala. Voilà. Nous vous souhaitons tous les 5 un bel été, et nous vous disons à très bientôt pour un prochain webinaire, vraisemblablement courant de l'automne prochain. Bel été à toutes et à tous, et bonne soirée. Au revoir.